Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, premier jour visiblement de conflit entre la Russie et l'Ukraine à propos de la région du Donbass. On va faire un gros point sur la géopolitique dans la zone et ce que ça implique au niveau énergétique bien sûr, puisque c'est ça qu'il faut aller regarder principalement. Et puis ensuite, on ira faire un point bien entendu sur quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur le prix du Bitcoin. Je passe tout de suite donc en partage d'écran. Je vais simplement commencer vraiment par la partie vraiment géopolitique. On va commencer par le fondat sur cette partie-là, et puis ensuite on ira voir les actions de prix, contrairement à ce qu'on fait auparavant. Euh, alors, personnellement, je suis assez touché par cette guerre, bien évidemment, parce que ma femme est moitié russe, moitié ukrainienne, donc vous comprenez tout ce que ça implique en termes de les amis sur place, etc. Tout ce qui est et en même temps, voilà, l'appartenance russe, puisqu'elle a son passeport est russe, donc tout ce que ça implique en termes d'émotions. Je passe sur la partie personnelle, mais je voulais simplement voilà, vous dire ça. Histoire que vous compreniez bien mon point de vue du jour et que ça reste mon point de vue. Voilà, j'en profite également pour faire bien entendu l'appel à l'abonnement. Si mon point de vue vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. Donc, nuit difficile puisque à 4 heures du matin, Poutine envoie... en fait, vous êtes obligé quand vous commencez des opérations militaires de faire une notice to airmen, un NOTAM, c'est-à-dire de restreindre, comment dire, l'espace aérien du pays dans lequel vous allez intervenir, puisque bien entendu c'est dangereux pour les avions de ligne. Donc du coup, 4 heures du matin, Poutine qui déclare comment dire, une opération militaire de manière à aider les séparatistes russes de la zone du Donbass. Donc pour le moment, si jamais on regarde vraiment la situation et comment dire, quelles sont les zones qui réellement peuvent être impactées par cette invasion, si on peut parler d'invasion. Quelles sont les zones qui peuvent être impactées? Bon, ben, on comprend bien que c'est toutes les zones qui identifient le russe comme étant une première langue. Vous avez ici deux parties du pays qui ne se comprennent pas vraiment, et bien entendu, c'est vraiment a priori dans un premier temps toute cette zone-là qui devrait faire comment dire partie des conflits. Ici, vous avez la Moldavie et la Roumanie, Moldavie qui est sous influence russe également. En haut, la Biélorussie. Donc pour l'instant, bien entendu, toute l'Ukraine est prise en étau dans cette partie d'influence russe, évidemment. Vous comprenez ici, et ça c'était l'élection présidentielle de 2004, que bien sûr le pays était également divisé de manière politique. On voit très bien ici la division géographique qu'a impliqué cette élection. Et vous savez que c'est la partie rouge qui a gagné, et que donc du coup, bien entendu, je pense que c'est important de comprendre ces cartes et de les voir pour comprendre un petit peu la situation. Poutine, derrière, détermine l'autodétermination, on va dire, de la Crimée. Donc, la Crimée devient, comment dire, une zone indépendante, sous influence russe également, puisque la Crimée représente pour la Russie, pour une bonne partie quand même, l'accès aux mers chaudes, Sébastopol, avec énormément de soldats qui, depuis très longtemps, étaient sur place. Donc, littéralement au niveau géopolitique, Poutine ne pouvait pas perdre cette zone de la Crimée. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi ici toute cette partie parle russe et celle-là parle ukrainien. Bien évidemment, c'est parce qu'à un moment donné, Staline a rajouté des territoires plus miniers. Il trouvait que l'Ukraine était trop agraire, était trop agricole, et il a rajouté une partie russophone. Je ne sais plus exactement, c'était peut-être dans les années 20-22, quelque chose comme ça, a rajouté toute une partie, comment dire, russophone à l'Ukraine pour lui donner une dimension un peu plus minière et industrielle. À partir de là, bien évidemment, ça a créé, parce que quand la communauté d'États indépendants a explosé suite à Eltsine et le partage d'Eltsine, on va dire des, hum, des richesses russes, l'Ukraine est restée l'Ukraine telle qu'elle était, bien entendu, et telle que Staline l'avait redessinée. Et ici, c'est pareil, on voit la pression russe des forces armées ici, comment se font les déploiements. Ici, dans un premier temps, on imagine bien que comment dire, Poutine va probablement annexer le Donbass, ou en tout cas aider ces territoires autonomes qui se sont développés. Donc, c'est pas une invasion,
c'est plus aider une guerre civile, on va dire, dans un sens. Ici, la Biélorussie au nord, qui est sous influence russe également, bien entendu, où on peut éventuellement avoir ici des actions qui se créent pour intimider Kiev et éviter que, si vous voulez, toutes les troupes puissent venir ici aider les régions du Donbass et principalement, on imagine que les Ukrainiens, à partir de là, vont plutôt recentrer leurs troupes sur la capitale. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire toute une tenaille autour, histoire d'être sûr que ces régions-là ne sont pas trop protégées au moment où vous rentrez à l'intérieur. Là, bon, bah, pour le moment, vous comprenez bien que c'est la région de Donetsk, c'est plutôt le Donbass qui est en ce moment sous le feu. Nous, personnellement, on a des amis à Mariupol qui entendent bien évidemment toutes les toutes les explosions, etc. Principalement ont été ciblés pour le moment les aéroports. Quand vous, bien évidemment, quand vous attaquer un pays, enfin quand vous mettez, c'est évident que d'abord ce sont les infrastructures, donc il y a eu beaucoup d'explosions, notamment toutes les télécommunications, etc., qui ont été visées de manière à donner une chance à cette opération ici au sud, enfin plutôt, excusez-moi, à l'est de l'Ukraine, sud-est, d'avoir toutes ces chances de réussir, bien entendu. Là, ce qu'on pense, c'est que, sincèrement, pour l'instant, il devrait s'en tenir à la partie russophone, bien entendu, de l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire toute la zone bleue que vous voyez ici pour le moment. Bon, voilà, un gros point géopolitique, mais je pense que c'était intéressant que vous le sachiez. Il faut comprendre ici à l'instant T aussi et je continue sur les news, il faut comprendre à l'instant T que du coup la Russie a été coupée du système SWIFT, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire des virements aujourd'hui envers la Russie, ou vous ne pouvez plus retirer avec votre carte vos assets russes. Tous les comptes sont gelés en tout cas, et la Russie a été sortie de tout le système des transferts, le système mondial des transferts d'argent. Il faut comprendre aussi que à l'instant T, et j'ai vu ça hier dans les news, c'est pas la peine que je retrouve la news, mais vous comprendrez bien que, à l'instant T, le Royaume-Uni a déclaré un accord de vente d'armes vers l'Ukraine. Donc, bien évidemment, ça permet aussi, au niveau des budgets militaires, vous faites un crédit, on vous donne des armes, etc. Donc, ça permet d'avoir des deals qui se font au niveau militaire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est bien entendu tout ce qui est prix du pétrole et prix du gaz. Vous comprenez bien ici, et je vais juste reprendre la carte pendant une seconde, et on va prendre plutôt l'axe énergétique de cette guerre. On va prendre une carte même peut-être un petit peu plus... Voilà. Ici, vous comprenez bien que Poutine a créé Nord Stream 1, qui est en fait un gazoduc qui permet d'exporter le gaz russe vers l'Allemagne. L'Allemagne qui est très énergético-dépendante de Moscou. Et l'Italie, c'est la même chose. L'Italie, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Tout simplement parce que... comment vous expliquer ça? L'Allemagne et l'Italie étaient les forces de l'Alliance, et donc ils n'ont pas eu l'accès à l'atome comme on a pu avoir nous en France. Nous en France, on a des grippins, atlantiques. En Italie, si vous mettez le four plus ça disjoncte en fait, c'est-à-dire vous mettez le four plus un radiateur, ça disjoncte, et tout est au gaz. Les chauffe-eau sont au gaz, tout est au gaz en Italie, parce qu'ils n'ont pas eu l'accès à l'électricité atomique au moment où tout le reste des forces alliées avaient un accès à l'atome beaucoup plus simple. Donc, toute l'Europe de l'Ouest ici est totalement dépendante du gaz russe. À l'instant T, l'Allemagne l'Allemagne menace, puisque Poutine a créé un deuxième Nord Stream, un deuxième gazoduc, de manière à desservir l'Allemagne également. Les Américains ne veulent pas que ce gazoduc soit mis en service, donc il y a un petit peu d'ingérence là, mais vous comprenez bien que c'est des velléités énergétiques du coup pour pouvoir vendre le gaz américain. Le gaz américain arrive par bateau, liquéfié. Ils ont des excédents de gaz maintenant, les Américains. Et quand le gaz est cher, les Américains sont contents puisque ils peuvent en vendre à l'Europe dans ces bateaux sous forme un petit peu comme du GPL, voilà.
À l'inverse, la Russie qui a perdu l'Ukraine, donc avant ça passait directement par l'Ukraine, le gaz, hein, tout ça a été perdu en termes de zone énergétique. Le passage via l'Ukraine des gazoducs a été perdu, donc l'Ukraine maintenant demande bien entendu des taxes, etc. Donc en réponse un petit peu à ça, et ça faisait un moment que de toute façon le projet était dans les tuyaux, si je peux dire, pour un gazoduc, Nord Stream 2. Nord Stream 2 que l'Allemagne ne veut pas mettre en service, elle ne veut pas certifier. Quand vous avez du gaz qui arrive par un tuyau dans votre pays, vous devez donner la certification que tout ça est aux normes, bien évidemment, pour pouvoir, puisque c'est du gaz, voilà, pour pouvoir dire, ok, maintenant on peut lancer le transfert de gaz, on peut le lancer. L'Allemagne qui veut que ça soit des équipes allemandes qui soient à la sortie du gazoduc, ce qui n'était pas dans les accords initiaux, mais Poutine qui dit d'accord, l'Allemagne qui ne veut pas certifier, qui demande des modifications, Poutine qui paye, qui dit d'accord, etc. Et maintenant, l'Allemagne qui dit de toute façon, on ne mettra pas en service Nord Stream 2, on ne le mettra pas en service. Et Poutine leur dit ah oui, d'accord, vous voulez faire comme ça, il n'y a pas de problème, moi je vais couper Nord Stream 1, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de gaz pour l'hiver. Tout simplement. Et vous comprenez ici en quoi l'énergie rejoint la géopolitique et en quoi être énergético-dépendant d'un pays, etc. En quoi tout ça est vraiment très important, ne serait-ce que pour l'industrie des pays, etc. Voilà. Quand vous êtes énergético-dépendant trop énergético-dépendant d'un pays ou d'un autre, ça crée des zones de conflit à d'autres endroits. Vous comprenez ici que ce sont des histoires de gros sous. J'imagine bien que les États-Unis s'en battent les couilles littéralement du bien vivre de la partie ukrainophone de l'Ukraine, et j'imagine bien que d'un autre côté aussi, à l'inverse, la partie russophone, c'est un petit peu la même chose en ce qui concerne le régime de Poutine. Donc tout ça est tout simplement une guerre d'influence autour de territoires de manière à passer du gaz, ou bien entendu l'Ukraine aussi a du gaz elle-même également, donc du coup récupérer bien entendu, et je crois qu'il y a pas mal d'extraction minière en Ukraine aussi. L'Ukraine a énormément d'agriculture, il y a du vin, il y a des fruitiers, il y a des céréales. Voilà, tout ça représente en fait plutôt une guerre de ressources, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc guerre d'influence au niveau énergétique énormément, au niveau ressources et au niveau territorial bien entendu. Au bout d'un moment, puisque la révolution orange en Ukraine a aussi été bien entendu poussée par les États-Unis et l'Europe, hein, on le sait. Au bout d'un moment, je pense que Poutine en avait marre de perdre des sphères d'influence petit à petit autour de lui, et que surtout qu'on lui dise de ne pas ouvrir notre Nord Stream 2 lui a fait dire c'est très bien les gars, moi je vais reprendre directement l'Ukraine qui avant était dans ma sphère d'influence. Et il le fait de la manière forte, puisque je le redis une fois, mais voilà, Poutine c'est pas un personnage Disney, quoi. Voilà, c'est ça tout simplement. Donc je continue. Donc là j'ai fait vraiment un gros point sur la hausse des budgets militaires, gros point sur le gaz et voilà, et tout ce qui est bien entendu pétrole. Et troisième point, vous l'avez compris, sur la géopolitique dans la zone. On va passer sur le prix du Bitcoin. Donc prix du Bitcoin qui corrige très fortement. Qu'est-ce qu'on fait finalement ici dans la nuit? On vient retoucher cette ligne de tendance ici verte en trétillé. On vient tout de suite la retester. Est-ce qu'on est à la fin de ce selling climax? Parce que en fait, pour moi, voilà, vous allez dire le Bitcoin suit les marchés US. Non, pour moi, il réagit juste aux mêmes informations, mais plus tôt, parfois. C'est-à-dire que on va voir ce que va donner la journée à la bourse aujourd'hui. S'il y a un sell-off massif des actions, il est possible que Bitcoin, étant donné que cette news s'est passée dans la nuit, que Bitcoin est déjà pricé avant les marchés, cette action. Donc parfois, vous pouvez bien entendu vous dire que c'est plutôt... il réagit aux mêmes news, donc il réagit en avance. Les marchés ont des heures d'ouverture et des heures de fermeture, et les marchés sont fermés le week-end. Bitcoin, c'est un truc open source qui marche tout le temps. C'est un petit peu comme un software qui fonctionne tout le temps à la vente et tout ça est très digital, bien entendu, et les bourses pourraient être digitales, mais elles sont totalement dans le carcan ancien où avant il y avait des carnets d'ordre, vous passiez des coups de fil, etc. pour acheter ou vendre des actions. Vous comprenez bien l'idée. À partir de là, on va pas regarder la bourse puisque cette news s'est passée un petit peu en amont. On va surtout regarder des indices, c'est-à-dire on va aller voir des indices qui tournent eux aussi H24.
Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le pétrole. Regardez le pétrole, et bien là, dans la nuit, si on se met en 1 heure, dans la nuit, je pense que vers 3 ou 4 heures du matin, voilà, c'est ça, 4 heures du matin, annonce de l'attaque. Vous voyez le pétrole qui était autour des 95 et qui a même dépassé les 100 dollars. Donc ça, c'est historique. Le baril de Brent a été plus cher que 100 dollars. Donc attendez-vous à la pompe à ce que potentiellement, nous, on touche les 2 euros quasiment dans pas très longtemps. Donc ça, il y a des gens qui sont gagnants là-dessus, bien évidemment. Il y a des gens qui sont perdants, c'est nous, ceux qui utilisent le bien en question. Euh, Ici, SP500, bon, ben, pour l'instant, on est en marché fermé, donc là, on est sur un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc, on va voir aujourd'hui comment ça tourne. Et puis, sur tout ce qui est US Tech, vous voyez qu'il y a eu un sell-off, et là, ça remonte un petit peu. Ça, c'est un indice, donc qui tourne sur un petit peu toutes les bourses. Ici, le VIX, bah, évidemment, qui dépasse les 31, et ça, c'est jamais très bon pour Bitcoin. Vous savez que, comment dire, c'est historiquement, c'est surtout quand le VIX va venir toucher les 40, ici, vous voyez que j'ai une alerte aux 40, voilà. Si le VIX touche les 40, que là, on risque d'avoir éventuellement des cracks directement, carrément des crashs boursiers. Après, sincèrement, et ça fait plusieurs jours que je le dis, moi, comment expliquer ça? Sincèrement, pour moi, les marchés price déjà et la géopolitique dans son ensemble, le marché s'en bat un peu les couilles. Il va y avoir un sell-off sur la rumeur et ça rajoute à la pression vendeuse ici sur Bitcoin. Mais là, pour moi, l'annonce de l'invasion, l'annonce est en fait, on dirait plutôt un sell de rumeur by the news. Et ça fait plusieurs jours que moi je dis que je suis plutôt à l'achat actuellement, tout simplement parce que ce sont des opportunités, voilà. Et la géopolitique, très souvent, après même pas 6 semaines, après le conflit, comment dire, le marché s'est déjà remis du sell-off qui était en question. Il ne faut pas oublier la narration qui est quand même la plus importante en termes de pression vendeuse ici, qui pour moi est plutôt la remontée des taux de la Fed. Là, bien entendu, ça crée une pression vendeuse à l'instant T, mais la géopolitique dans la zone, sincèrement, pour moi, le marché, on n'a rien à faire. Donc là, on a eu un gros sell-off. Vous voyez qu'ici, on a déjà recover à peu près la moitié, je pense, de la baisse qui s'est faite. Voilà, c'est ça, autour de 4 heures du matin. Là, je repasse en 4 heures. Voilà, on recover déjà un petit peu. En fait, tout dépendra un petit peu de la journée à la bourse. Si la journée à la bourse, on est sur un crash, et je ne pense pas que ça soit le cas, le marché a déjà pricé les annonces de la Fed, la réhausse des taux pour moi, et il a déjà également pricé la guerre en Ukraine. Donc là, dernière jambe baissière, bien évidemment, c'est le moment où, comment dire, ceux qui sont en short prendront éventuellement leur profit ici. Et puis à partir de là, je continue sur le. Donc moi, je suis plutôt à l'achat actuellement, personnellement, parce que je pense que ce sont des excellents points d'achat. En DCA, bien entendu. Donc là, moi, j'étais à 30% cash. J'ai repris un petit peu de crypto, les assets qui m'intéressaient. J'ai repris un petit peu de crypto sur ce sell-off ce matin. Alors, on va quand même donner une bonne nouvelle aussi en termes de fonda, c'est que en ce moment, forcément, c'est un petit peu la fin du Covid aussi. Donc, du coup, cette narration-là, elle va disparaître. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire en général sur ce type de sell-off comme on a ici? En général, assez souvent, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Je vais remettre l'aimant là, c'est pour ça que j'avais galéré un petit peu. En général, on a assez souvent un range qui va se passer entre les 0,38,2 et les 0,790 de la dernière baisse, 0,786. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que peut-être ici, entre ces deux bornes, donc là l'ancien, en fait on va considérer voilà, l'ancien support des 41, celui qu'on a traversé, et l'ancien support des 37. Pour moi, là, il serait possible qu'on regagne éventuellement le support des 37 assez rapidement, qu'on revienne le tester et qu'on fasse un petit range ici entre les deux. En général, le prix aime bien, là, ici, dire, oula, il y a eu du mouvement, je me calme et il y aura à nouveau une zone de, ici, potentielle réaccumulation ou une potentielle zone où le prix va se balader entre les 37 et les 41. Pour moi, c'est ce qui va se passer à l'instant T. Maintenant, ça dépendra un petit peu de la journée, bien évidemment. Il est possible que si dans la journée, on ait un sell-off massif sur l'ouverture de Wall Street aujourd'hui à 15h30, on revienne une fois tester ici cette ligne verte et également potentiellement revenir tester la running flat, c'est-à-dire la ligne rose. Si je prends la figure dans son ensemble, vous comprenez qu'une running flat ici, c'est on reste dans ce canal ascendant là, qui pour l'instant a fonctionné à la première touche au 33. Est-ce qu'on va venir le retester pour éventuellement repartir avant? C'est possible. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Bien évidemment, si le contexte macro est littéralement dégueulasse et que
Mais pour l'instant, moi, je n'y crois pas trop. Je suis plutôt à l'achat actuellement sur ce type de news. Vraiment, historiquement, une guerre et l'aspect géopolitique en place, si c'est, comment dire, on ne pense pas ici que, comment dire, je dis tout le temps comment dire, je suis désolé, ben voilà. Mais on ne pense pas ici que il y aura une réponse forte, si ce n'est des sanctions économiques contre la Russie de la part des Américains et de l'Europe. Donc tout simplement, à part sur les marchés russes, cette news ici n'est pas quelque chose qui va impacter le marché dans son ensemble, ou en tout cas n'est pas génératrice potentiellement d'un crash. Donc là, vous savez, ici, voilà, ce que je vous donne, moi, c'est on se baladerait ici entre le support. Si on regagne le support des 37, qu'on le reteste, pour moi, on va se balader une ou deux fois entre le support des 37 et des 41. Ça donnera peut-être des opportunités de trade ici. Est-ce que ce sell-off est fini? Il faut attendre l'ouverture de Wall Street pour comprendre réellement est-ce que on a atteint ici un plus bas. Voilà, moi j'ai remis un petit billet ici autour des 34-35 de manière à être dans le train puisque voilà, je considère que c'était un bon point d'achat. Donc on a fait ici le tour sur le Fonda, très gros tour sur le Fonda. On va continuer un petit peu et pour moi, où va aller l'action de prix à partir de là. Je pense que tout dépendra de l'ouverture de Wall Street et un petit peu de ce qui se passera. Mais en général, à la fin d'un sell-off comme celui-là, on fait une ou deux touches entre les 0,382 et les 0,790 de Fibonacci. On va à partir de là aller se balader sur l'order flow, le sentiment. On a fait le technique, on a fait le fondamental. Maintenant, on va aller voir un petit peu le sentiment, comment se traduit tout ça sur le sentiment du marché et les carnets d'ordre. Alors, est-ce qu'on a des ordres d'achat qui ont disparu en dessous? Non, on a plutôt des ordres qui sont ici, là on est en 1 heure, on a plutôt des ordres qui sont apparus ici à l'achat entre les 32 et les 33. Entre les 32 400 et les 33, on a des nouveaux ordres ici. Ici, on a un nouvel ordre qui a été pris. Ici, on a des ordres qui ont disparu. Pour l'instant, disons qu'à l'achat, c'est plutôt en train de rentrer à l'achat et voir sur des zones des 28. Enfin, ça va. On a des nouveaux ordres ici qui sont intervenus. Des nouveaux ordres de vente également, de nouvelles ordres de vente ici au 38. Et là, est-ce qu'il était 4 heures du matin? Non. Donc là, la news n'était pas encore sortie. Donc là, on analyse principalement, vous le comprenez, la news. Ici, les options, on nous dit qu'on sera plutôt aux 40 000 ce vendredi, donc demain. Donc là, ça voudrait dire potentiellement, il faudrait que vraiment, comment dire, le Bitcoin s'en remette vraiment bien dans la journée directement, parce qu'on parle de demain matin 9h. Sinon, on laissera gagner ici ce strike de call, celui-là, pardon. Donc voilà, pourquoi pas. Il y a des gagnants aussi, hein, tout le monde n'est pas obligé de perdre. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a liquidé, donc là on est sur les liquidations, hein, réellement. Vous voyez les grosses bougies de volume ici à l'achat. Vous comprenez ici que c'est une énorme bougie d'achat sur les dérivés. Là, en fait, on était principalement ici en short. Je pense qu'on était avant la nouvelle, là, non? Excusez-moi, je ne vois pas le... Non, 23 février, non, ça c'était hier. Elle est bien... Oui, elle est bien. Excusez-moi, je vais bouger un tout petit peu la caméra. Hop, comme ça, je vous fais quelque chose de bien précis. Donc du coup ici on était principalement en short. Vous voyez que les contrats ici augmentaient un petit peu. Désolé, j'ai pas bien préparé ma fenêtre, mais ici donc on était principalement en short, augmentation des contrats. Ici le prix se retourne à la baisse, on liquide pas mal de longueur, et ça c'était il y a quelques jours. Et d'ailleurs je comprends mieux maintenant. Voilà, ici 8 heures, ça c'était hier. Et donc là, on analyse tout simplement ici ce dernier sell-off. Donc là, ce mouvement, donc le 4 heures du matin, il est là, exactement. Vous voyez que tous les longues qui étaient ici en levier, qui étaient longueur en levier, se font littéralement éclater la tronche ici. Hein. Donc là, on a pris tous ces niveaux-là. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on a à prendre au-dessus? Eh bien, on a tout simplement ici des shorts massifs. Donc, vous voyez que le nombre de contrats ici augmente un peu. Je vais zoomer un petit peu, ce sera peut-être plus simple. Le nombre de contrats ici augmente sur une majorité de shorters, à part ce gros long qui s'est ouvert là. Donc là, on aura un point à prendre en long, légèrement en dessous de ce niveau-là.
Vous voyez ici, l'open interest remonte d'un coup. Donc ça veut dire que c'est une grosse position. Donc c'est une position rouge à prendre sur des longueurs. Mais principalement, on n'a que du short là, un petit peu dans la place, avec une augmentation du nombre de contrats. L'order flow nous dirait plutôt que il serait temps d'aller prendre les liquidités de ces gens-là qui ont shorté trop tard, les shorters tardifs. Voilà. Ici, on va aller voir sur iBlock un petit peu. Est-ce qu'on a des grosses positions qui sont rentrées en levier sur ce sell-off? Après, on ira faire un petit tour sur les baleines. Et puis, je pense que demain sera une journée Glassnode pour essayer de comprendre ce que font les gros. Donc, vous voyez que là, on est à 15 milliards de delta à liquider au-dessus. On a pas mal de longues qui se sont ouvertes. On a des positions ici en longue jusqu'au 33 quarts. Des gens qui essayent de se mettre à l'abri sous le dernier, d'ouvrir en fait, des longues. Et là, vous voyez, là, il y a une grosse position qui s'est ouverte. Je pense que c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Peut-être que je vais zoomer un petit peu sur la zone. Ça sera plus facile à voir pour vous. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a plein de toutes petites positions qui sont ouvertes. Certaines ont été prises sur la descente. Vous voyez qu'on a pris ici toutes les positions antérieures. Hein. Et là, à l'instant T, sur la descente, beaucoup de gros shorts qui se sont ouverts aussi. C'est pour ça que le prix se retourne pour essayer d'aller les chercher. Pendant le retournement de ce prix, il y a des grosses positions qui sont. Vous voyez ici ces trois gros points là. Bon, c'est 27 millions, c'est pas énorme, 92, 27. Bon, c'est des centaines de millions, mais on a des bonnes chances ici de venir faire une journée légèrement en volatilité, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Néanmoins, le delta ici des shorters est plus important que le delta longueur. Vous comprenez que la grosse barre rouge qu'il y a là veut dire que en grosse position, en levier et au-dessus, on a plutôt à l'instant T des shorters. Donc tout ça irait plutôt dans le sens d'un rebond. Sur Kingfisher, on pourrait faire un petit peu un last pour aller voir ce qui se passe. Alors, des fois, c'est très long. Donc, du coup, est-ce que j'irai pas le laisser un petit peu se mettre en place et on va aller voir notre ami la grosse baleine qui est le troisième plus gros portefeuille ici. Pas d'achat pour l'instant, donc au 30. Ici, on est au 35. Pas d'achat au 35 pour notre ami qui avait déjà payé les 37, les 38, etc. Donc, pas d'achat pour le moment. Ici, on revient sur ça et on va ouvrir ça. Ici, vous voyez que je vous en avais parlé déjà depuis un petit moment, mais on a un gros cluster ici à venir prendre maintenant au 38. Donc là, gros cluster de gens qui ont shorté le Bitcoin au 38. Si jamais on zoome un petit peu, on verra aussi qu'il y a un cluster au 42, 43, mais qui là, les gens semblent avoir pris profit sur ce cluster. Donc il a quand même plus ou moins disparu ici à l'instant T. Ici, pareil, on a un joli cluster à venir prendre au 27, donc c'est une possibilité hein, que le prix aille les chercher. Et après, on a plutôt du monde au-dessus, hein, voilà. On a aussi encore des gens, je pense, à prendre en dessous. Mais à l'instant T, un retour au 38-200 est à privilégier en termes d'order flow. Je parle que d'order flow. Tout ça va dépendre, bien entendu, de ce que va nous donner Wall Street aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous ai fait le gros point sur là, on va aller regarder juste, c'est parce que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a, vous voyez ici, sur là, c'est le nombre de positions ouvertes en short. Et sur la totalité des statistiques, dans les 5 dernières minutes, on a 60% de gens qui ouvrent des shorts par rapport à 40% de gens qui ouvrent des longues. Donc, on ne peut pas laisser, et vous voyez qu'en 30 minutes, on est quasiment pareil. Et sur les dernières 24 heures, donc là, on fait fi un petit peu de la dernière news, on est quasiment pareil. Donc là, sur ce dernier mouvement, on a beaucoup de shorters tardifs. On ne shorte pas une news, on shorte une rumeur. Donc là, il est possible que le prix, à partir de là, vienne un petit peu retrouver les positions de ces gens-là. Vous avez vu cet énorme cluster au 38. Je pense que c'est notamment à l'ouverture de la news, comme quoi Poutine envahissait, déclarait une opération militaire dans la zone du Donbass. Tout ça a déclenché beaucoup de shorts. Et là, à l'instant T, dans les 5 dernières minutes, beaucoup de shorters tardifs qui pensent être éventuellement, dans leur gagner des sous en se réveillant et en disant waouh, il y a une guerre en Ukraine, je vais shorter. Ensuite ici, on arrête 462 millions sur les dernières 24 heures. C'est quand même un chiffre assez important. Je vais juste vérifier qu'il est à jour. C'est ça. Donc 462 millions de rect sur les dernières 24 heures, c'est quand même un chiffre assez important. Bon, le sell-off n'a pas été massif. Hein. Moi, je trouve que ça tient plutôt bien, on va dire, pour une news de déclaration de guerre
c'est franchement pas mal. Donc effectivement, on avait quand même ici cette ligne d'axe qui était là en support. On n'est même pas redescendu ici au 33 600. Pour l'instant, léger recover. Alors après, il est possible aussi qu'on revienne chercher la poche des 38 et qu'on revienne tester, bien entendu, ici la zone des 33. En fait, tout est possible, hein. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Je vous donne des scénarios privilégiés. Vous avez vu que là, je vous ai donné un scénario à la hausse. Je vous ai donné aussi un scénario à la baisse. Il est tout à fait possible qu'on perde ici les supports pour aller chercher les 30. Pour moi, ça n'est pas la peine. Le marché a déjà fait son pricing de la hausse des taux et de la guerre en Ukraine. C'est déjà pricé tout ça. Il ne faut pas penser que le marché réagit après. Le marché réagit avant. Un très bon point d'achat ici est le moment de l'invasion. Et je ne sais plus, j'avais vu une étude qui disait si vous aviez acheté en période avec des grosses guerres comme ça, géopolitiques, etc. Si ce que vous aviez acheté, c'était le jour de l'invasion, généralement, vous aviez des chances d'être 100% gagnant à peu près, je crois, 6 semaines de délai après votre achat. Voilà. C'est une étude, hein, encore une fois. En ce moment, je suis très bullish sur le Bitcoin, mais parce que je suis le seul. Donc, du coup, c'est pour ça que ça peut vous paraître bizarre. Mais en fait, c'est ma psychologie. Moi, je suis un trader qui aime trader les retournements et donc, du coup, faire l'inverse de ce que pense la majorité. Donc là, on va voir aujourd'hui beaucoup de news très négatives, beaucoup de volatilité, bien évidemment, sur Wall Street et sur les marchés. C'est évident. Peut-être qu'ici, on viendra réellement jouer avec ces deux supports-là. C'est bien possible. Tout dépendra un petit peu aussi de la réaction de la journée et de comment vont être interprétées ces news. Mais pour moi, là, le gros de la news est déjà sorti, il a déjà été pricé et il est déjà sur le prix, dans les tuyaux. Même le résultat de cette guerre a déjà été pricé. La réhausse des taux de la Fed a déjà été pricé. Et c'est pour ça que ça fait 3 mois qu'on baisse. C'est pas maintenant qu'il faut venir shorter Bitcoin. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. C'est mon avis. Encore une fois, c'est vraiment que mon avis. Votre argent est votre argent. J'imagine que si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, c'est que le début de mon point de vue peut vous intéresser. Donc, du coup, n'hésitez pas. Je vais conclure ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera. Maintenant, il faut que je lui trouve un titre. et voilà. Et puis, si jamais ça vous a plu, bien évidemment, un petit like, pouce bleu, abonnement, cloche des notifications, etc. Je vous encourage, si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, à mettre en commentaire, une marque de fringues que vous aimez bien, voilà. Les fringues que vous aimez bien mettre, c'est complètement con, mais j'aime bien les commentaires à la con. Ça me prouve, si vous voulez, que les gens ont regardé jusqu'à la fin et qu'ils ont pris, le temps et pris l'effort de mettre un com en plus. Et du coup, ça permet aussi, quand c'est pas trop stupide et quand je l'ai préparé, quand j'ai de faire connaissance. Donc du coup, on parle un petit peu de musique, etc., d'autres choses que simplement les chandeliers japonais. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Allez, salut!